Bonjour à tous. En fait, je voudrais d'abord remercier l'invitation de Louis et de François pour être ici, pour parler un peu avec vous sur des problèmes, sur les enjeux environnementaux des métropoles brésiliennes. En fait, j'ai privilégié dans ma présentation, comme on est dans les cadres d'une coopération sur la gestion de l'eau et sur la gestion intégrée de l'eau. Donc, j'ai privilégié un peu, la question de l'eau dans la ville et l'eau dans les métropoles brésiliennes. Donc, comme je commence par une question, en fait, qui c'est une question que nous intéresse à tous au Brésil, et intéresse aussi à les gens de l'Institut aussi. Qu'est-ce que c'est, quels sont les enjeux d'une ville durable et comment on peut penser ça par rapport aux villes brésiliennes. Donc, penser un projet de développement que ça soit équitable sur un plan écologique et social d'abord, et puis penser aussi un projet de ville qui doit être réfléchi dans son contexte. Donc la question de la ville, des villes et des métropoles brésiliennes, en fait, j'imagine que vous connaissez un peu, mais elle est très différente de métropoles canadiennes et québécoises. Et donc, ma proposition ici, c'est penser un peu quelques enjeux liés au contexte de métropole brésilienne et surtout les enjeux liés à ce qu'on pense comme une gestion durable de l'eau dans la ville. Donc, je commence par une brève présentation en fait du processus d'urbanisation et de métropolisation brésilien. Donc, il y a une forte croissance urbaine et démographique. Donc, le Brésil est actuellement un pays en majorité urbain, en fait. Donc, on avait en 1940 3 millions d'habitants dans les villes. On a, par les dernières recensements, en fait, 160 millions d'habitants des villes. Donc, 84% de la population brésilienne vit dans les villes. La plupart du produit interne brut, il est fait c'est un produit qui vient des villes. On a au Brésil, on a un grand territoire, mais par rapport à d'autres pays, on n'est pas très nombreux dans la division municipale. Donc on a à peu près 5600 municipalités. Mais une importante croissance de population dans ce qu'on appelle les métropoles, en fait, les agglomérations urbaines. Donc, un tiers de la population du pays vit dans 9 agglomérations urbaines, ça veut dire São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador de Bahia, Porto Alegre, Recife, Fortaleza, Belém et Curitiba. Donc, un cadre un peu de ces métropoles. En fait, la loi brésilienne, la Constitution de 88, elle délègue aux États fédérés, que c'est l'équivalent des provinces, la possibilité de définir qu'est-ce que c'est une région métropolitaine, qu'est-ce que c'est une agglomération urbaine. Donc, en ce moment, quand on regarde la carte du Brésil, on a plusieurs régions métropolitaines, quelques-unes qui sont plus importantes, l'autre moins importante, mais en fait, c'est une décision des gouvernements des provinces de définir qu'est-ce que peut devenir une région métropolitaine et les limites du territoire métropolitain. Donc, il y a une grosse différence, par exemple, entre la métropole de São Paulo et une autre région métropolitaine dans l'état de Paraná, qui est celle, par exemple, de Maringá. Donc, mais ils sont toutes les deux de régions métropolitaines. Donc, par rapport à la taille des municipalités, pour voir un peu, en fait, on a São Paulo 11 millions, dans la ville de São Paulo, 11 millions d'habitants. La deuxième ville du Brésil, c'est Rio, et puis Salvador, et puis Brasilia. En fait, je ne sais pas si ça a changé, en fait, parce que Brasilia, elle a aussi une croissance très importante, et après, voilà. Donc, c'est pour avoir un peu, ce qu'on appelle ça, ce sont les municipalités qui sont en tête des agglomérations urbaines. Et donc, c'est déjà des municipalités avec une taille assez importante. Donc, pour penser aux enjeux qui sont liés à la gestion de l'eau, en fait, on a plusieurs questions. Et donc, que je vais essayer de pointer et de toucher un peu ici dans cette présentation.
D'abord, une question importante, c'est généraliser l'accès à l'eau et à l'assainissement. En fait, au Brésil, même dans les grandes villes, même à São Paulo, même à Rio, et on va voir un peu le cas de Rio, on a encore enfin, des parties de la ville qui ne sont pas desservies correctement en eau et non plus en assainissement. Donc, c'est une faire progresser les taux d'épuration des eaux usées, c'est-à-dire qu'on va voir aussi qu'au Brésil, on a un retard important dans les traitements d'égouts, donc il faut penser à cette question-là. Améliorer la qualité des services d'eau et les rendre plus performants. En fait, quand on pense à une gestion durable de l'eau, on pense aux questions des pertes, on pense à toute question dans les systèmes, à la possibilité de réutiliser l'eau, etc. Et au Brésil, on est encore, enfin, on donne encore les premiers pas dans cette question-là, d'avoir une gestion enfin, qui considère la demande, prise par la demande, une gestion et qui prenne en compte la question enfin, des vrais programmes de réduction des pertes, en fait, des vrais programmes de possibilité de réutilisation de l'eau, etc. Donc, il faut penser à ça si on pense dans une gestion durable. Il faut penser aussi à une autre question qui est très importante quand on touche l'aménagement du territoire, que c'est l'histoire de rendre compatible l'usage du sol et la protection des rivières avec rendre compatible donc l'usage du sol et la protection des rivières. Ça, c'est une question importante. Une autre question importante, c'est contrôler les risques d'inondation. Et on va voir aussi que ça a un rapport énorme avec la question de la façon dont les villes sont aménagées et de la façon dont enfin, on régule ou on ne régule pas enfin, la question de l'occupation du sol. Il y a une autre question importante aussi dans les cadres d'une gestion durable. Si on pense à une gestion durable, elle est surtout participative. Et donc, penser aux instances de participation qu'on a au Brésil, les conseils qui se rapportent à l'environnement urbain, enfin, on a au moins, enfin, il y a aussi un conseil de santé enfin, qui peut avoir des rapports avec des questions de l'environnement, mais les conseils municipaux de l'environnement, toutes les communes brésiliennes qui sont dans les systèmes nationaux de gestion de l'environnement, elles ont ces conseils-là, un conseil municipal des villes et aussi les comités de bassin. Donc ces trois instances de participation, elles ont leurs décisions, enfin, les politiques qu'elles mettent en place, touche la gestion de l'eau. Et donc, il faut avoir enfin, un minimum d'accords, enfin, d'articulation, de coopération entre elles. Donc, là, ce sont quelques images, en fait, pour les gens qui connaissent Pario. En fait, je ne montre pas les pains de sucre ni les belles plages d'Ipanema. En fait, je montre d'autres choses. En fait, on est là, enfin, ce sont des photos qui ont été prises par mes étudiants, enfin, les mois d'avril. Donc là, ce sont des réseaux qu'on a dans une commune qui se trouve dans la région métropolitaine de Rio, qui s'appelle Mesquita. Et dans cette commune-là, et surtout dans toute cette région-là, qui s'appelle Baixada Fluminense, on a plusieurs logements qui n'ont pas accès à l'eau et qui trouvent des manières, enfin, comme personne ne peut vivre sans l'eau. Donc on trouve des manières de se connecter au réseau. Et là, ce sont des tuyaux d'eau potable qui passent sur la rivière. Un autre cadre dans une autre commune qui est Saint-Jean de Meriti. Et donc là, enfin, il y a un problème parce que quand la rivière monte, etc. Donc c'est des gens qui sont d'un côté, il n'y a pas des côtés là, il n'y a pas les réseaux, donc ils essayent d'avoir les tuyaux pour se brancher de l'autre côté. Là, c'est aussi dans la même commune, enfin, des formules de gens qui n'ont pas l'accès au réseau d'égouts, qui ont leur maison à côté des rivières, et donc la canalisation des eaux usées vont directement dans la rivière. Voilà, ça c'est un peu des formules d'occupation enfin, populaire qui est très courante dans cette région, les quartiers périphériques de Rio. Donc, la première question, c'était généraliser l'accès à l'eau. Donc, il faut penser qui n'a pas accès et quelles sont les politiques publiques possibles pour amener l'eau à ces gens-là qui n'ont pas accès. Donc, quand on regarde ça, d'abord, enfin, au Brésil, les habitants des villes qui n'ont pas accès aux services, ce sont ceux qui gagnent moins de 2 salaires minimums au Brésil.
le salaire minimum est à peu près, enfin, 220 $, enfin, par rapport au dollar canadien. Donc, il y a une forte inégalité sociale par rapport à l'accès aux services. Et quand on pense à généraliser les services, il faut surtout penser à comment on fait pour amener l'eau potable et l'assainissement pour les gens qui sont dans cette tranche de revenus qui habitent les quartiers populaires. Donc, si on regarde les cadres brésiliens, parmi les 20% des plus pauvres vivant dans les villes, le taux d'accès d'eau potable est de 83%. Tandis que parmi les plus riches, ce taux d'accès est de 95, presque 100%. Donc, quand on dit, ah non, il y a 83%, c'est 20%, mais 20% par rapport à la taille des villes brésiliennes et par rapport au nombre de personnes qui sont dans cette situation-là, c'est beaucoup. Donc, c'est une question importante pour réfléchir. Et même ceux qui ont accès à l'eau, qui sont soit dans les favelas, enfin, soit dans certains quartiers périphériques des métropoles, ceux que je montrais là, par exemple, quand il y a quelqu'un du recensement qui vient leur demander « Est-ce que vous avez accès à l'eau potable ?» Ils vont dire oui, mais l'accès à l'eau potable, c'est les tuyaux qui passent sur la rivière, enfin, et donc, ça, donc les données statistiques, elles ne donnent pas un portrait réel, enfin, de ce qui se passe au Brésil. Donc, dans les favelas et dans la périphérie, il y a encore énormément de problèmes de discontinuité dans la distribution des mauvaises qualités de l'eau. Non parce que l'eau de service public, elle n'est pas bonne, mais dans son chemin et par les branchements clandestins, il y a plusieurs possibilités de contamination. Et donc, finalement, l'eau qui arrive à leur maison, elle n'a pas la qualité souhaitable. Et il y a aussi ces problèmes-là des branchements, plusieurs branchements irréguliers. Quand on pense à l'assainissement, collecte des eaux usées, l'égouts, en fait, la situation est encore plus grave. Donc, pour les 20% plus pauvres, les taux d'accès aux services, soit par les réseaux, soit par des fossés septiques, est de 60,4% dans les villes, tandis que pour les plus riches, celui-là est de 92,8%. Les taux de traitement des eaux usées est encore faible. Donc, les données de 2008 montrent qu'il est parmi les villes qui ont des systèmes de collecte d'égouts, 48% de cet égout-là, enfin, parmi les municipalités, 48% de ces municipalités, elles ont un système de traitement. Donc, dans la région la plus développée du Brésil, qui est celle de São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Et donc, il y a encore un écart très important par rapport à la question du traitement d'égouts. Donc, c'est des choses qu'il faut penser. Et là, il faut penser à réfléchir un peu sur les modèles techniques, en fait, comment on fait pour... ça, c'est une grande question, c'est-à-dire qu'on a ces déficits-là qui est concentré dans les couches populaires, et on va voir dans des quartiers qui sont aménagés d'une façon irrégulière. Donc, il y a aussi pour les ingénieurs un défi technique de penser à comment on va rendre les services universels dans ces quartiers-là. Donc, quand on pense à la croissance urbaine et au processus de développement des métropoles au Brésil, on voit qu'il y a une forte augmentation des zones d'occupation irrégulière. Donc, la construction formelle est interdite. Quelles sont ces zones-là? En fait, on a par exemple, toutes les bords des rivières. En fait, la loi brésilienne, elle interdit des constructions au bord des rivières de 30 mètres de chaque côté. Quand on a vu les photos là, derrière, les dernières photos montrent que ça, c'est pas vrai du tout. Donc, c'est justement, les bords des rivières, ce sont des terres publiques. Et alors, en étant des terres publiques, c'est là que les gens qui n'ont pas les moyens, de se loger par les marchés formels d'habitation, ils vont construire leurs maisons. Et c'est là la question, comment on fait pour desservir ces gens-là dans les services. Donc, ce sont des zones difficiles à desservir par les réseaux formels. En fait, l'occupation des berges, les terrains en pente, on va voir un peu, il y a quelques photos après, amener les services dans des favelas de Rio qui sont dans les zones en pente, avec une occupation très dense, aussi, c'est un projet technique assez complexe, et donc il faut aussi penser à ça. Donc,
il faut penser à qu'est-ce qu'on fait avec les pratiques alternatives d'approvisionnement, les branchements clandestins, d'autres pratiques informelles d'accès aux services. C'est-à-dire que ça amène, en fait, normalement, enfin, les entreprises de services publics de l'eau, elles finissent pour enfin, avoir un peu un laisser-faire par rapport à ça, parce que si les gens enfin, sont obligés d'avoir au minimum d'accès à l'eau. Mais là, il y a un problème, c'est qu'on va avoir encore des niveaux de services très différenciés. Et il faut penser aussi à quand on a des projets, et là, une question importante, à Rio, par exemple, on est là, dans un nouveau projet pour l'aménagement et l'urbanisation des favelas. Donc, quand on pense à ces projets-là et quand on pense au réseau technique, en fait, comment on va amener les services pour ces quartiers-là, il faut penser aussi qu'il ne faut pas qu'on aille dans la ville deux niveaux de services différents. Et donc, ça, c'est une question importante. En fait, quelle est la bonne solution technique qui soit possible pour ces quartiers-là, mais qui n'amène pas qui ne soit pas un moyen de renforcer les inégalités sociales. Donc ça, c'est une question on réfléchit beaucoup. En fait, j'ai un exemple, par exemple, d'un étudiant qui est venu chez nous, un étudiant américain qui avait tout un projet pour des États-Unis, qui avait tout un projet pour construire des toilettes secs dans les favelas. Et alors, il est arrivé avec son projet, il était tout content et tout. Il avait même une ONG américaine qui voulait financer ça, etc. Mais les gens ne veulent pas. En fait, les gens veulent l'eau. Enfin, ceux qui ont un appui, il y a l'eau qui coule, comme dans toutes les maisons qui ont dans la ville. Donc, cette question de solutions techniques, c'est assez importante. Il faut réfléchir à ça. Donc, il y a cette question des niveaux des services différenciés. Donc, dans les quartiers, une autre question importante par rapport encore à l'accès à l'eau et à l'assainissement, c'est la question de si on arrive à faire un bon projet et finalement amener les services. Au Brésil, l'eau, enfin, on paye pour l'eau avec, c'est différent du modèle québécois. Donc, chaque logement, normalement, il a un compteur, enfin, et on paye l'eau au volume. Et donc, quand on régularise les services dans les quartiers populaires et dans les favelas, on met aussi un compteur. Et alors, les gens vont payer. Et là, il y a toute une question qui vient avec, c'est comment on organise enfin, des systèmes de tarifaires, enfin des tarifs sociaux ou pas. Et alors, à partir du moment où les gens sont obligés à payer, parfois, ils n'ont pas les moyens de payer tous les mois la facture. Alors, enfin, est-ce qu'on va donner une subvention? Enfin, comment est-ce qu'on va faire des tarifs social avec un niveau vraiment enfin, accessible. Donc, c'est une autre question qui se pose enfin, par rapport à la gestion des services. Donc, quand on pense au taux moyen de croissance des villes brésiliennes, donc, c'est là, dans la périphérie, avec ces occupations irrégulières, dans la favela, enfin, qu'il y a les taux de croissance les plus importants. Donc, quand on regarde, par exemple, celui la moyenne des villes brésiliennes, il est de presque 2%, tandis que les périurbains de São Paulo, il est de 4,3% par an, et celui de Rio, il reste autour de 3%. Donc, ce n'est pas la ville déjà dense qui s'agrandit, mais c'est dans les quartiers périphériques, et la plupart de ces quartiers périphériques occupés d'une façon irrégulière. Donc, il y a une forte corrélation spatiale entre les poches de pauvreté et aussi la nature des terrains, c'est-à-dire ces terrains, les berges, les terrains en pente, etc. Et donc, ça, c'est une question très importante. Et quand on pense à une logique des villes durables, il faut penser aussi à la politique du logement. En fait, on n'aurait jamais enfin, une gestion durable de l'eau au Brésil si on n'a pas une vraie politique de logement pour les couches populaires. Ça, c'est une question très importante parce qu'on est encore très en retard par rapport à ça. Et donc, il faut penser quelle est la possibilité de penser une ville durable et une métropole durable si on n'a pas une vraie politique d'accès au logement. Et ça, c'est une question importante pour
les métropoles brésiliennes. Donc ça, ce sont des données approximatives des gens qui vivent, quand on pense dans les agglomérations. Là, c'est dans les métropoles de São Paulo, Rio, Recife, Fortaleza. Donc il y a presque 50% de la population, par exemple, qui vit soit dans des quartiers irréguliers, soit dans les favelas. Alors ça, c'est un énorme défi, en fait, de comment déjà, soit desservir ces gens avec les services urbains, avec les services d'eau potable, soit aussi rendre la qualité du logement meilleure, quoi. Ça, c'est des questions très importantes. Donc là, c'est quelques images. En fait, ça, c'est Rio de Janeiro, c'est dans les quartiers qui s'appelle Barra da Tijuca, c'est une favela qui s'appelle Rio das Pedras. Et l'idée, c'est un peu de montrer les défis techniques de desservir ces quartiers-là. Donc là aussi, c'est un autre modèle de favela, que ce n'est pas celui sur les zones basses, pleines, mais c'est dans les terrains en pente. Ça, c'est aussi dans l'autre favela qui était avant Rio das Pedras. Donc les problématiques de l'eau dans la ville, dans la favela. Là aussi, c'est Morro Santa Marta, dans la zone sud de Rio. Là, c'est une question, en fait, il y a tout un défi de comment faire du réseau accessible pour ces quartiers-là. Là, c'est à côté de Pedro, São Paulo. Donc, et on voit là, c'est une photo assez démonstrative on a des appartements avec des piscines, et puis à côté, on a voilà. Là, c'est une autre question importante. C'est là qui a un rapport que j'ai touché là dans les points que j'ai touchés, c'est la question des inondations. Ça, c'est l'année dernière, 2010, dans la région métropolitaine de Rio, en fait, avec les inondations. Donc ça, c'est une question importante. Comment on fait pour régler ces problèmes d'aménagement du territoire, en pensant les rapports entre l'aménagement du territoire, l'usage et l'occupation du sol et la question de la qualité environnementale. Et donc là, un instrument important, c'est les plans directeurs, en fait, les schémas directeurs de développement urbain des villes. En fait, la constitution brésilienne de 88, elle oblige à toutes les villes qui ont plus de 20 000 habitants d'avoir son schéma directeur. Et là, en 2007, presque toutes les communes, elles ont fait un nouveau schéma directeur dans une démarche participative parce que c'était ce qui était un peu obligé par la Constitution. Donc les principes d'occupation du sol sont dans les schémas directeurs. Donc, le schéma directeur doit s'opposer à la rétention spéculative des terres, doit empêcher l'occupation des berges, doit empêcher l'occupation des terrains en pente, etc. Mais il doit gérer aussi l'attribution des terrains vides. C'est bizarre, ça fait sort différent ici. Donc, on a fait dans les réseaux observatoires de métropole, on a travaillé pendant 2 ans dans un projet d'évaluation des schémas directeurs fait par des villes brésiliennes. Donc, on a une grande équipe de recherche, on a créé une méthodologie d'évaluation et on a examiné tous les schémas directeurs, C'était un accord, un projet financé par le ministère des Villes. Et là, quand on regarde les résultats, c'est qu'il y a quelques plans directeurs qui sont bien conçus, mais la plupart de ces plans directeurs restent lettres mortes, en fait. Les mettre avoir l'instrument, avoir l'outil de planification, mais les faire fonctionner, c'est une autre chose. Donc, les politiques de relocation de population sont aussi, il y a un problème. Elles sont dans la plupart inefficaces, c'est-à-dire que les gens qui habitent les terrains en pente ou les berges, ils sont relogés ailleurs, mais on les reloge tellement loin de où ils habitaient avant, avec tellement de problèmes qu'ils finissent pour, dans 2-3 ans, revenir, où ils étaient avant. Donc ça, c'est une question qui est aussi très, très complexe, pour penser. Et donc,
si on pense, donc si je reviens à la question, en fait, les points que je trouve que c'est important de laisser quand on pense à la gestion enfin, durable des villes, aux enjeux environnementaux des villes brésiliennes, c'est qu'il ne faut pas enfin, avoir un regard qui est pour les politiques de l'environnement. Mais en fait, il faut penser les politiques qui viennent ensemble. Et là, la politique du logement, elle est très importante. Donc, au Brésil, puisqu'on n'a pas encore une vraie politique du logement, d'accès au logement, donc on est enfin, très loin de penser un projet des métropoles ou des villes durables. Bon, donc j'ai mis ma demi-heure, je vais laisser pile poil, je vais laisser pour Pedro la parole et puis enfin, je vous remercie enfin, l'attention, je reste ici pour des questions, pour les débats.